Bien, eh bien, bonjour aux fidèles auditeurs. Alors aujourd'hui, je reçois un personnage dont j'espère qu'il va vous intéresser, en tout cas moi il m'intéresse beaucoup, c'est Monsieur Alain Bifani. Vous avez été directeur général du ministère des Finances libanais pendant des années. Oui, C'est-à-dire que vous avez été là de la fin de la prospérité à peu près. Vous êtes très jeune, vous avez qu'une cinquantaine j'ai d'années. 53 ans, oui. Vous avez été là jusqu'à la catastrophe dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, vous êtes un témoin tout à fait étonnant parce que vous avez une formation qui est plutôt française d'origine, Très j'imagine. française, en fait. Vous avez École sévi, d'ingénieur, école de commerce. ingénieur, école de commerce, vous avez sévi un petit peu au ministère des Finances français, j'imagine, avant d'aller au Liban. J'ai eu de très bonnes relations avec le ministère des Finances français, mais je n'ai jamais servi, non. Vous n'avez jamais servi au ministère des Finances. Bon. Et donc vous êtes là, vous avez une formation française. La France est un pays qui a toujours eu un lien très vieux et très profond avec le Liban. J'en sais quelque chose, moi je suis né en Syrie, donc si vous voulez, j'ai des attaches historiques, familiales. Et je voudrais que vous discutiez avec vous, mais si vous voulez, c'est vous qui vous emmènerez où vous voudrez. C'est pas une discussion que je veux mener. J'aimerais que vous la meniez. C'est qu'est-ce qui s'est passé au Liban pour qu'on passe d'une démocratie qui fonctionnait bien, enfin avec ses fautes comme toutes les démocraties, mais enfin, vous avez une espèce d'équilibre confessionnel et tout ça s'est brisé. Maintenant, on est dans un pays qui à la limite n'existe plus, quoi, ou qui s'est complètement effondré. Alors, comment passe-t-on en l'espace d'une vie d'homme, de quelque chose qui fonctionnait à la satisfaction générale, qui était un des rares oasis de paix au Moyen-Orient et aussi de tolérance religieuse aussi. Tout le monde vivait à peu près comme bien les uns avec les autres. Et puis tout ça s'est détérioré. Alors j'aimerais que j'en profite puisque vous êtes là, pour vous demander exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi ça me tracasse beaucoup. Avec plaisir. Je vais revenir à votre repère qui était, en quelque sorte, lorsque j'ai rejoint le ministère des Finances, c'était une vingtaine d'années, il y a une vingtaine d'années de cela, où le Liban vivait effectivement une sorte de situation agréable à vivre, je dirais, Hmm. mais qui était déjà une situation de crise très marquée, puisque la réalité, c'est que le Liban a connu un changement violent de système à la fin de la très longue guerre de 75 à 90, par laquelle il est passé et dans laquelle Qui était à la fois une guerre civile et une guerre contre la Syrie. Enfin, il y avait oui, c'était une guerre très, très difficile à définir parce qu'elle était civile, bien entendu, qui avait eu un début avec les organisations palestiniennes, Oui. puis une invasion de l'armée syrienne, puis une invasion de l'armée israélienne. Donc c'était vraiment une guerre avec tout plein de sursauts, je dirais, au cours de ces longues années. Et la sortie de crise, la sortie de cette guerre, s'est faite par un nouveau système qui a été plus ou moins imposé aux parties belligérantes, et qui est un système que je considère comme étant à la source des maux de ce pays en ce moment, puisque c'est un système d'abord qui repose sur un consensus permanent de toutes les forces politiques en présence. Et leur C'est-à-dire un pouvoir de blocage des minorités. c'est tout à fait ça, c'est un pouvoir de blocage permanent. En fait, c'est une vétocratie. C'est là où tout le monde a un droit de veto et personne n'a les moyens d'imposer des solutions ou des options claires. C'est ce qui a tué la Pologne il y a très longtemps. Et que nous sommes en train de voir essaimer malheureusement dans d'autres régions, dans d'autres pays que le Liban, comme si c'était la panacée. Or, la réalité de ce système, c'est que comme tout le monde se met autour de la table pour avoir une part du système, en fait, c'est une guerre qui n'est pas finie. Les gens, au lieu de se battre dans la rue, se sont mis autour d'une table, qui est la table du Conseil des ministres. On a donné à ce Conseil des ministres les pleins pouvoirs exécutifs, même le pouvoir de contrevenir à la loi. Aïe. Et les gens qui étaient autour de cette table continuent à se faire la guerre de manière à ce que chacun maximise l'apport qu'il a ou la Donc on essaie ponction de qu'il réalise. maximiser les dépouilles qu'on retire du cadavre, quoi. Oui, on ponctionne le système en permanence et ceux qui supportent, c'est l'argent public. C'est-à-dire, en clair, c'est non seulement le citoyen aujourd'hui, mais c'est les générations à venir aussi. Bien sûr, la dette. La dette. Et donc, dans ce système particulièrement nuisible, ce qu'on voit se développer très vite, c'est une impunité totale. Et d'ailleurs, ça a été annoncé dès le début. Avec la nouvelle constitution, on a décrété qu'un ministre était au-dessus de la loi,
qu'en clair, il pouvait aller contre la loi sans qu'il soit poursuivi. Personne n'a le droit de le poursuivre à part une supposée cour parlementaire qui doit être formée, qui ne l'a jamais été. Et donc, automatiquement, la loi n'a plus de sens. C'est-à-dire que la loi n'est plus au-dessus de tout le monde. Elle n'est plus au-dessus de tout le monde. Et ça fait que, lorsqu'on est en poste, la personne est là pour maximiser le profit de son clan, voire son profit personnel, ce qui est encore pire. Et on se retrouve dans une situation où il faut toujours ponctionner encore plus le citoyen, et maintenant nous en sommes à une catastrophe absolue sur ce point-là, où on le fait de manière totalement impunie, et où en plus il n'y a pas de volonté d'implémenter une quelconque vision d'avenir pour le pays. Et donc le sens même du pays se perd. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'égalité devant la loi. En fait, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas de volonté de vivre ensemble non plus. Dans le fond, ils sont là, ils essayent de se dépatouiller, mais ils n'ont pas tellement envie de vivre ensemble. Ils veulent essayer d'en prendre au maximum aux autres, mais il n'y a pas d'idée de nation, en quelque sorte. Le Liban a perdu son identité nationale. Absolument. Il n'y a absolument pas d'identité de nation. Et il y a une impunité devant la loi, et vous vous retrouvez aussi donc avec des brigands au pouvoir, quoi. C'est tout à fait ça. C'est ce que j'appelle les élites pourries du pays. Et lorsqu'on est haut fonctionnaire dans une situation pareille, c'est le cauchemar. Parce que nous traitons avec des gens, d'abord, contre lesquels on ne peut rien. On ne peut même pas leur opposer la loi, qui en plus viennent généralement d'un milieu violent, milicien, qui peuvent avoir commis tous les méfaits possibles et imaginables, et qui sont au pouvoir. Et en plus de cela, dangereux pour vous et votre famille. Qui peuvent être dangereux pour tout le monde, en fait. Et en plus de cela, on n'a même pas la perspective de voir du changement, parce que c'est une caste qui se renouvelle. Donc, on a beau dire, ce gouvernement va tomber, il y aura un nouveau gouvernement bientôt, oui, mais il sera formé toujours par les mêmes. Ce sont les mêmes clans. Et la population, par l'intermédiaire des votes, n'a pas d'influence ? Alors, la population a une influence relative, mais comme le système s'est développé en système de clans, de clientèle, chaque personne doit se dire en votant, est-ce que je prends le risque de sortir de mon clan, sachant que le fait de bâtir un État moderne qui fonctionne et qui me garantisse mes droits est tout à fait hypothétique. Ou est-ce que je reste dans la sécurité de mon clan, tout en sachant que ça ne va pas me mener très loin dans le futur. Et en fait, malheureusement, nous sommes en train de voir que les gens sont pris d'une peur panique à chaque fois qu'il y a possibilité d'apporter du changement, et qu'ils préfèrent hedger leur position, en quelque sorte, et se dire, jusque-là, on n'a pas été convaincu du fait que le changement est possible, et donc, restons là où nous sommes, parce que ça nous coûtera très cher d'essayer de changer, de sortir du clan, si ça ne marche pas. Et ça fait que nous nous retrouvons avec un groupe de clans qui sont plus ou moins, confessionnalisés, selon des communautés. Non que chaque communauté ait son clan, mais que chaque communauté en a plusieurs. Mais en tout cas, il n'y a plus la diversité au sein d'un même parti. Et ces gens se renouvellent, puisque le Parlement est grosso modo le même d'une élection à l'autre, et que le gouvernement n'est qu'un mini-parlement rassemblant tout le monde autour de la table. Et donc on se retrouve dans un monde qui est complètement bloqué. C'est ce que j'appelle une vétocratie. C'est un monde dans lequel chaque petite composante a le pouvoir de bloquer des décisions importantes. Non que ces décisions soient toujours bien senties, parce que très souvent, ce que les gouvernements cherchent à promouvoir ne sont pas des situations idéales. Non. C'est très souvent des projets qui sont de nature à profiter aux uns et aux autres. Oui. Mais même cela est très facilement bloqué par la structure et par celui qui n'en profite pas. Lui, il peut bloquer. En disant, et par exemple, l'un des dilemmes que je vivais en permanence, c'était la chose suivante. Arrive devant nous, à l'échelon administratif, bien sûr, on n'est pas à un échelon de prise de décision, mais arrive devant nous un mauvais projet.
Et on sait que c'est un mauvais projet, et ça se sent, et on sent qu'il est surpricé, et que donc il y a quelqu'un qui est en train de se servir dessus. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'on bloque ce qui est notre devoir, c'est la moindre des choses, ou est-ce qu'on laisse passer? Alors pourquoi on pourrait imaginer laisser passer? Alors bien entendu, moi j'ai pris par exemple la position de toujours bloquer. Mais c'est parce que nous savons pertinemment bien qu'à ce moment-là, l'échelon politique va retirer le projet de chez nous, le transmettre au Conseil des ministres pour prendre une décision là-dessus qui sera exécutoire et obligatoire pour tout le monde, puisque c'est le plus haut niveau de l'exécutif. Et on sait d'avance que lorsque ce sera sur la table du Conseil des ministres, ça coûtera encore plus cher aux citoyens, parce qu'il faudra contenter d'autres acteurs autour de la table. Alors, faire son travail, oui, mais tout en sachant que faire son travail, ça peut coûter encore plus cher aux citoyens. Et alors comment vous en sortez? Eh bien, on joue le jeu jusqu'au bout, on fait ce qu'on est censé faire selon la loi, on s'oppose, on se bat, et puis si ça coûte plus cher, eh bien, on documente, et on espère qu'un jour, la justice, qui n'existe pas vraiment pour l'instant, sera en ordre de marche pour réagir et pour corriger le tir. Pourquoi je dis que pour l'instant, ce que vous décrivez, c'est une disparition totale de l'État. C'est tout à fait ça. C'est un État qui n'existe plus. C'est un État qui n'existe plus. Et je vais même jusqu'à la nation qui est en train de disparaître. La réalité, c'est que nous avons devant nous une question qui est assez... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. On me demande parfois, qu'est-ce que la libanité? Alors, d'une part, c'est un très fort sentiment d'appartenance commune, qu'on constate lorsqu'on est à l'étranger beaucoup plus que lorsqu'on est au Liban. Donc il y a une certaine fierté d'être libanais, il y a une fierté d'avoir appartenir à ce pays. En Amérique du Sud, vous le trouvez en Afrique, vous la trouvez aux États-Unis. Voilà. Il y a des Libanais partout qui d'ailleurs ont bien réussi en général. Oui, et il y a ce sentiment de corps. Vous venez de la nuit des temps, c'est un peu comme les Juifs. Il y a de ça aussi. Vous êtes quand même un très vieux peuple. Oui, qui dit fièrement, qui affiche fièrement ces 6000 ans de civilisation. C'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais on n'en est pas loin. Tout a commencé là, dans ce coin-là. C'est là où il y a eu les premières villes, les premières démocraties, enfin les premières... l'écriture, les relations internationales. Tout a commencé autour d'Alep, là-haut, en descendant vers l'Irak. Tout a commencé là. Quoi. De Sumer jusqu'en Phénicie. C'est ça, c'est vrai, ça. Et donc il y a cette fierté qui ne trouve pas corps en une nation, voire en un État. Enfin, beaucoup moins en un État. Et nous avons de temps en temps des élans patriotiques et des élans qui vont dans le sens de « maintenant ça suffit, nous avons besoin d'un État, écartez-vous ». Et nous avons eu un mouvement populaire très important, il y a peu de temps encore, qui malheureusement a été, a pris tellement de coups qu'il lui a été très difficile de perdurer. Le premier de ces coups a été évidemment la catastrophe économique et financière, donc les gens ont besoin de vivre. Ensuite, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth, avec quand même une bonne partie de la ville qui a été pratiquement rayée de la carte. Et puis, il y a eu le Covid, et puis il y a aussi la peur que j'essayais de décrire tout à l'heure, qui est de dire à tout le monde, attention, le changement, ça peut vous être très nuisible. Alors, comment est-ce que ce système entretient cette peur? De manière assez cynique, en fait, tout en disant, vous, chrétiens, attention, parce que s'il y a le moindre changement, étant donné le déséquilibre démographique, vous allez perdre la parité. Vous, sunnites, attention, parce que s'il y a le moindre changement, la constitution de Taïf qui a été faite finalement pour vous, vous allez la perdre. Vous, chiites, attention, parce que tout le monde en a après vous, parce que vous avez des armes, et ainsi de suite. Donc on entretient une peur communautaire. Et il y a aussi toute l'arrivée des Palestiniens qui a dû déstabiliser la situation après Septembre Noir. Alors, ça a été le début de la déconfiture, en fait. Parce qu'effectivement, et d'ailleurs, lorsqu'on avait parlé un peu de la situation énergétique mondiale, j'avais un peu pensé à cela, mais peut-être qu'on y reviendra. L'arrivée palestinienne a été déstabilisatrice à plusieurs niveaux. D'abord, elle a
fait rejaillir très fort les divisions libanaises, Oui. qui finalement ont toujours été là. Deuxièmement, ça a vraiment mis le Liban en plein cœur du conflit, non seulement arabo-israélien, mais arabo-arabe, entre ce qu'on appelait les Arabes progressistes et les Arabes beaucoup plus conservateurs. Ça a aussi... L'Arabie Saoudite ou la Syrie, par exemple. Oui, tout à fait. Ça a aussi mis le Liban face à des flux très importants, des flux financiers, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OLP, à ce moment-là, donc l'Organisation de libération de la Palestine, était un mouvement qui avait énormément de moyens et qui bénéficiait d'un soutien solide de beaucoup de pays arabes. Bien sûr, il y avait certaines monarchies du Golfe, mais il y avait aussi la Libye de Kadhafi, il y avait l'Irak, il y avait d'autres pays aussi, l'Algérie. Et tout ça a fait que tout à coup, dans ce tout petit pays qu'est le Liban, il y a eu non seulement beaucoup de clivages, mais énormément de moyens et d'argent pour en fait changer de système. Et bien entendu, tout le monde a utilisé cette caisse de résonance pour tester ses moyens, ses options, et ainsi de suite. Et j'appelle le Liban caisse de résonance parce qu'en réalité, d'abord, il en avait la configuration. C'était un pays qui était très ouvert, où pratiquement toutes les oppositions arabes se retrouvaient à Beyrouth, où la liberté médiatique, d'expression religieuse dénotait parfaitement avec le reste du Moyen-Orient, et où le système, peut-être aussi du fait de son extrême tolérance, n'était pas suffisamment solide pour pouvoir faire face à autant d'interférences. Donc c'est ce que disait Claudel, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Quand le système est fragile, il faut peut-être pas être trop tolérant. Il y a des moments où peut-être il faut... la tolérance, ça devient de la lâcheté à un moment. La tolérance devient de la lâcheté, la tolérance devient beaucoup d'inertie et aussi d'incapacité à réagir. Ouais. Alors, je ne suis pas en train de prêcher pour de l'intolérance, je suis en train de dire que quelque part, il faut que l'État, ou en tout cas l'appareil étatique, conserve les moyens de gérer un pays. De sa neutralité, en quelque sorte. Il faut qu'il ait la possibilité d'imposer sa justice, d'imposer sa loi, et sur un plan externe, d'imposer sa place dans sa région, de défendre ses intérêts. Oui, ça me paraît essentiel. Et tout ça, dans le fond, ça s'est effondré à partir donc de septembre 73, avec une certaine lenteur, quoi. Oui. Ça a été, mais on a eu, ça me rappelle ce qu'on appelle, vous savez, les bear markets dans les marchés financiers. Oui. Ça baisse, et puis il y a une remontée, alors on est content, on se dit ça y est, c'est fini, et puis ça recommence à baisser, et puis hop, ça remonte, on se dit c'est fini. Puis en fait, quand vous regardez le mouvement sur le long terme, vous voyez que c'est un long mouvement de baisse entrecoupé de ressauts, quoi. Oui. Et ben c'est un peu l'impression que me donne le Liban. Vous le décrivez parfaitement bien, parce que la réalité est que le Liban a effectivement eu des chutes, de la stabilisation et des chutes, et on n'a pas vu de remontée depuis très longtemps. Et en fait, ça a même commencé bien avant les années du conflit israélo-palestinien, mais comme vous le dites si bien, avec certaines remontées, et des remontées d'ailleurs tout à fait factices, parce que ça a été tout simplement du flux d'argent. Et ces flux d'argent qui venaient soit du monde arabe, soit du monde palestinien, soit parfois du monde libanais de l'extérieur. Oui, et très souvent d'ailleurs du monde libanais de l'extérieur, parce que il y a une diaspora énorme. Ce que les gens ont parfois du mal à saisir, c'est que la diaspora libanaise, c'est d'abord en taille beaucoup plus grand que le Liban intramuros, mais surtout c'est énormément de flux financiers vers le pays. C'est un pays qui, mine de rien, a tiré une dizaine de milliards de dollars tous les ans pour un PIB qui était de l'ordre de 40 à 45 milliards. Et donc, c'est évidemment énorme comme flux. Et c'est ça qui faisait que, de temps en temps, on avait l'impression d'une embellie. Mais la réalité, c'est que ces embellies cachaient et couvraient l'incapacité de cette structure, l'incapacité de l'État à bâtir justement un appareil étatique, à bâtir une économie, à se doter d'infrastructures à la fois physiques et humaines
pour garantir un avenir prometteur, et qui continuait en fait cet exercice excessivement nuisible d'exporter ses talents pour espérer qu'ils rapatrient une partie de leur Alors comment, de leur ça y est, revenu. on est vraiment au cœur du problème là, je pense. C'est comment expliquez-vous qu'une population aussi travailleuse, entreprenante, avec le sens de l'histoire, un- une vraie communauté, si j'ose dire, il y en avait plusieurs, mais enfin ça crée un peuple libanais. Le peuple libanais existait, il y avait quelque chose. Comment de ce peuple libanais n'est pas sorti un État à cause des différences confessionnelles? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas eu, dans le fond, un État qui sorte? Parce que Dieu sait que, par exemple, en Israël aussi, ils se mettent sur la gueule avec beaucoup d'entrain. Ils ont des différences entre les différents juifs qui sont. Mais ils ont sorti un État quand même. Il y a un État qui fonctionne en Israël. J'aurais tendance à dire qu'en fait, dans toute cette région du monde, il y a en fait pratiquement aucun État. Il y a deux États historiques qui sont l'Égypte et la Perse. Entre les deux, il n'y a pas vraiment beaucoup d'États. Il y a des structures qui se sont formées. Le Liban remonte à plus loin que ces deux entités. Le Oui. Liban, c'est 72 fois dans la Bible. Mhm. Mais ce n'est pas ça qui fait un État. Mais non, c'est ce que Ça, je dis. c'est fait une position géographique, Et ça fait une histoire référence, commune. une histoire commune, une fierté, mais ça ne fait pas d'État. Et nous sommes passés d'une chose à l'autre. Nous sommes passés en fait d'une autonomie au sein de l'Empire ottoman, qui était quand même un bon début pour Oui, se tout à doter fait. d'un État, et c'était la seule exception au sein de l'Empire ottoman. Mais c'est une autonomie qui s'est faite par les puissances européennes, Oui, qui l'ont forcé un peu. qui l'ont forcé et qui l'ont accompagné ensuite au cours d'un mandat. Pendant ce mandat, il y a des contradictions qui n'ont pas été levées. Et les Libanais n'ont pas fait ce qu'il fallait pour lever les contradictions. Nous avons d'ailleurs un journaliste qui l'avait joliment dit en disant « Deux négations ne font pas une nation », Georges Nakache. Et nous sommes passés de cette situation-là, où c'était encore un État en formation, relativement moderne, très différent de tout ce qui se passait dans la région, alors, ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes passés de cet état où déjà on exportait nos jeunes parce que nous avions peu de ressources, parce que nous avions la capacité justement d'aller dans le reste du monde. Parce que lorsqu'on se dote d'un bon système éducatif et de ce qu'il faut, eh ben, ça facilite le départ des élites. Et nous avons sauté de là vers une guerre et une après-guerre pendant lesquelles on n'avait plus du tout la possibilité de construire un bon État. On est rentré dans un système particulièrement pervers où, à ce moment-là, l'exode que nos pères nous avaient montré, qu'ils nous avaient donné l'exemple, est devenu une nécessité. Donc de là où c'était un atout pour certains, c'est devenu une nécessité pour tout le monde, et c'est devenu un exode sans perspective, puisque je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent vraiment que très vite, nous allons pouvoir nous doter d'une structure favorable. Et tous ces gens qui sont partis, il y en a peu aujourd'hui qui imaginent qu'il s'agit du Canada, des États-Unis, du Brésil ou j'en sais rien. Il y en a peu qui pensent revenir, mais maintenant continuer à vivre au Liban. Quoi. Ils se disent, ça paraît mal parti. Quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui partaient dans les générations précédentes, qui revenaient au Liban à la fin. Ils étaient quand même très... Le Liban, comme vous le dites, était une terre sur laquelle ces gens aimaient prendre leur retraite. Voilà, c'est ça. C'était agréable, c'était convivial. Et ils étaient chez eux. Ils étaient chez eux et ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre convenablement. La réalité est que non seulement cette fois, les gens n'ont pas de perspective, je reviendrai sur ça tout de suite, mais en plus de cela, c'est peut-être la première fois que les gens vivent une émigration forcée 2 fois pendant leur carrière. Et ça, c'est énorme. Parce que d'habitude, ce qui se passe, c'est que les gens partent lorsque ça va très très mal, et qu'à un certain moment, ils se disent « ça c'est à peu près stabilisé, je reviens ». Ou alors, ils font le choix de ne pas revenir. Mais partir 2 fois, dans une même carrière, c'est énorme. On peut difficilement imaginer que les gens reviennent une 2e fois
à moins que ce soit vraiment toute fin de parcours. Mais je reviens sur le premier point juste un instant, parce que ce qui a fait que les gens n'ont plus de perspective, c'est que nous avons vu aussi une communauté internationale se dire finalement, c'est trop petit et trop compliqué, on n'a pas beaucoup de temps à passer sur le Liban, et on n'a pas le temps et l'énergie pour accompagner la transition favorable, une évolution positive du système. Et nous avons vu, avec plus ou moins de cynisme, la communauté internationale s'accommoder des élites en fait prédatrices, criminelles, qui sont restées en place. Et ça, pour le Libanais sur place et pour le Libanais à l'étranger, c'est un message porteur de désespoir C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est que dans le fond, pendant très longtemps, soit par l'intermédiaire de l'Empire turc, soit par l'intermédiaire des puissances qui surveillaient un peu tout ça pendant très longtemps, les classes dirigeantes au Liban et dans la région ont été un petit peu guidées dans le bon sens. Et que ce guidage a cessé il y a quelques années. Les gens disent c'est pas la peine, c'est trop compliqué, on va aller faire autre chose, quoi. Elles ont en tout cas été guidées. Alors est-ce que c'était dans le bon sens toujours? Elles étaient guidées. C'est très difficile à dire, mais elles étaient guidées, certainement. Non seulement elles étaient guidées, mais ça s'est amplifié et ça en est devenu caricatural. Nous avons des élites actuelles qui ont été d'ailleurs habituées à ne jamais rien dire, à ne jamais rien faire, enfin pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles, avant de recevoir le coup de fil qui allait les guider, justement. Alors disant tu vas faire ça. Et exactement. Et à un certain moment, c'était même caricatural. Et ça venait de Damas. Création d'un État. Tout à fait. Et ça venait de Damas, et ça venait même du chef des services de renseignement syriens stationné au Liban. Et il disait, c'est lui qui donnait les ordres. Qui donnait les ordres. Et d'ailleurs, pour le bonheur de la plupart de ces politiciens, enfin de ces pseudo-politiciens, parce que ça rendait la chose excessivement facile. Et d'ailleurs, pour en plaisanter un peu, lorsque récemment le président Macron s'est rendu une première et une deuxième fois au Liban, et que ces gens-là se sont dit « Paris, c'est la nouvelle Damas », les questions qu'ils posaient étaient d'un ridicule absolu, du genre « Qui est-ce que la France voudrait que je fasse nommer à tel poste ?» Parce que l'habitude de recevoir la consigne est toujours là et elle est bien présente. C'est-à-dire qu'on disait, bon, ben alors j'ai besoin du chef de l'électricité locale ou j'en sais rien, on demandait à Paris qui vous voulez qu'on mette, quoi. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas un candidat? Et ils étaient totalement désarçonnés par le fait que Paris ne jouait pas le jeu. C'est-à-dire que Paris n'allait pas jouer à ce que une force régionale qui connaissait très très bien les détails de la vie libanaise s'était amusée à faire. Alors, donc on est dans une situation de déliquescence de la puissance étatique. Oui. Quels sont les atouts qui restent au Liban aujourd'hui? Un endroit géographiquement privilégié, c'est-à-dire l'entrée vers les routes de la soie, mettons, ou j'en sais rien, vous voyez, c'est le grand retour. Est-ce qu'il peut y avoir un retour qui se ferait par le bas, à partir du système de production, mais pas à partir du haut, par un système de gouvernement? Est-ce que c'est possible d'imaginer une espèce de renaissance de Beyrouth, un peu comme Hong Kong ou Singapour, si vous voulez, une ville-État, vous voyez ce que je veux dire? Oui, on peut imaginer ça, comme on peut imaginer aussi que les Libanais finissent par réussir, par bâtir un État. Évidemment, vu aujourd'hui, ça paraît difficile, mais ce n'est pas tout à fait impossible parce que le système actuel est mort. Maintenant, malheureusement, les zombies, parfois, ça met du temps à disparaître. Oui. Et ce système est un système zombie. Mais s'ils font un État, s'ils refont un État, ils auront besoin de vous. Alors, ils auront besoin ils auront besoin de compétences dans la gestion d'un État. Et il y en a beaucoup au Liban. Il y en a. Il y en a beaucoup. Les avantages de ce pays, ce que vous citiez tout de suite, sont très importants. Et comme vous le disiez, je vais commencer déjà par l'avantage géographique. Le Liban est quand même un État qui se trouve
être une porte d'entrée potentielle Oui. pour énormément de gens dans cette région du Moyen-Orient. C'est aussi un État qui est sur le bord de la Méditerranée, dans un endroit qui est stratégiquement important pour pas mal de puissances. Et d'ailleurs, on le voit un peu sur l'intérêt que le port de Beyrouth a suscité ici et là. Mais c'est aussi un pays qui a un passé culturel extrêmement intéressant. Ah oui. Et il faudra quand même imaginer qu'un jour, le Moyen-Orient commence à s'intéresser à ce que la culture peut apporter. D'autre part... Il suffit de se balader en Syrie. Enfin, de la Syrie, il y a une vingtaine d'années. Vous alliez partout. Tout le monde est passé en Syrie. Les Grecs, les Romains, les Perses. Tout le monde est passé en Syrie. Donc, si vous voulez, vous avez des traces de toute la civilisation. C'est incroyable, la Syrie. Moi, je trouve ça 20 fois plus intéressant que l'Égypte, par exemple. Mais sans vouloir faire de comparaison, mais c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de choses, effectivement. Alors, au Liban, vous trouvez des traces de 19 civilisations antiques. Vous trouvez aussi, culturellement, un nombre invraisemblable de rites, de religions. Oui. Enfin, vous trouvez également des cultures qui ne se ressemblent pas beaucoup et qui se sont intégrées d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un tissu qui est excessivement riche, comme effectivement le tissu syrien, surtout dans des régions particulières comme Homs et d'autres. Et là aussi, ça c'est un avantage sur lequel le Liban pourra compter. Alors, troisième chose, un potentiel éducatif, culturel excessivement important qui peut permettre à la diaspora de s'impliquer d'une manière différente de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Avec, bien entendu, une communauté libanaise ou post-libanaise dans le monde qui est excessivement importante, comme vous le soulignez tout à l'heure, et avec une diversité de talents qui est tout à fait remarquable. Mais beaucoup de personnel éducatif au Moyen-Orient, en Iran, en Égypte, etc., étaient d'origine chrétienne et souvent des pères. Oui. Et donc là, il y a aussi une certaine pénurie de prêtres qui s'est créée. Je ne sais pas s'il y en a toujours au Liban. Mais il y en a, oui. C'est bien. Vous n'avez pas la même pénurie que nous avons, mais je veux dire, ces grands ordres, si vous voulez, les jésuites, ou qui avaient des universités ou des écoles partout, maintenant, ils sont un petit peu éthiques, quoi. Ils sont plus qu'ils héritaient. Donc, comment recréer un mouvement sans le mouvement missionnaire qui accompagnait ces gens-là, quoi. C'était... Alors, évidemment, la situation a énormément évolué depuis. C'est certain que c'est d'ailleurs ces mouvements-là qui ont donné à Beyrouth une place prépondérante en termes d'enseignement, que ce soit l'université jésuite, que ce soit l'université américaine, qui finalement était une université protestante avant tout, qui ont donné cette place prépondérante à Beyrouth. Maintenant, ce que le Liban doit réinventer, c'est un rôle particulier dans des dynamiques tout à fait différentes. Parce que nous ne sommes plus dans une région où le reste est tout à fait largué. Les pays arabes sont en train, de manière très hétérogène, de manière très différente, d'évoluer très rapidement. Et ce rôle que les Libanais ont aimé jouer pendant longtemps, et qui, à mon sens, était malheureusement pas pérenne, en tout cas un peu stérile sur le long terme, d'intermédiation et de centres éducatifs et de santé, est un rôle qui n'a plus sa raison d'être. Tout ça a totalement évolué. Par contre, on peut imaginer le Liban au sein d'un rôle politique de dialogue. On peut imaginer le Liban comme centre culturel avancé. On peut imaginer le Liban comme plateforme d'un certain nombre d'activités dans la nouvelle économie qui ne sont pas encore développées au Moyen-Orient. Tout ça est tout à fait possible, mais tout ça ne sera possible qu'au sein d'une gouvernance acceptable. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine stabilité quand même. Qu'il y ait un minimum de garantie qui soit donné non seulement à l'investisseur, mais à la personne qui va s'investir elle-même. Donc à l'investisseur et aussi aux enfants, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que, quelque part, vous le voyez bien dans les grandes universités américaines ou anglaises,
vous développez un attachement qui peut être très profond pour l'université qui vous a formé, et ça traverse générations. Et donc, cette espèce de nécessité pour les gens d'avoir des universités qui sont portées par les communautés dans lesquelles elles sont logées, ça me paraît extraordinairement important. Et là aussi, ça suppose une certaine tolérance. Absolument. On est plus doué dans l'éducation chez nous que dans la plupart des pays du Moyen-Orient. C'est malheureusement comme ça. On n'y peut rien. Nous, on a quand même une histoire éducative qui remonte à la nuit des temps. Enfin, pas aussi loin que vous, mais... Mais ce que vous décrivez, c'est tout à fait le Liban des années actuelles et passées. C'est en réalité énormément d'affinités entre des élites arabes qui ont été formées dans les universités libanaises et qui gardent un lien très fort. Beaucoup d'influence et aussi un creuset pour les différentes familles libanaises. Parce que, comme nous sommes en train de voir se développer le pays, c'est de plus en plus de clivages, de plus en plus de séparation entre, je les appelle clans aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour ça redeviendra simplement des communautés. Et ce creuset est absolument essentiel pour qu'on puisse imaginer un avenir commun qui soit réfléchi de manière sereine. Alors, je vais vous poser une question, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre. Vous faites comme vous le sentez. Il y a un candidat en France, si vous voulez, qui dit que la France va vers une libanisation. Vous voyez de qui je veux parler. Oui, tout à fait, oui. Compte tenu de votre expérience de Libanais, qu'est-ce que ce genre de réflexion, est-ce que vous semble que la France pourrait connaître cette espèce de rupture entre confessions qui a amené à ces désastres? Vous connaissez bien la France, vous connaissez bien le Liban, vous connaissez bien le monde dans lequel nous sommes, les différences religieuses, etc. Comment vous traiteriez si vous étiez face à lui, en fait, hein? Oui, sans avoir la prétention, en fait, de pouvoir m'exprimer vraiment en détail sur le sujet, je mettrai 2 points quand même en avant. Allez-y. Le premier qui est un point d'attitude vis-à-vis de ce discours. Je pense que si on veut vraiment traiter les choses, il faut éviter d'imposer aux gens un certain langage, de leur interdire un autre langage. Il faut surtout prendre conscience de la légitimité d'avoir peur. Aujourd'hui, je pense que si ce discours est en train de se développer, c'est parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont peur. Oui. Sinon, cet électorat n'existerait pas. Évidemment. Et donc, ça mérite d'être discuté sans aucun doute. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des causes légitimes à la peur qui a atteint une partie de la France aujourd'hui. Oui, sinon, on peut... C'est légitime. Oui, on peut dire aux gens, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, on ne peut pas leur dire, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Et lorsqu'on sent autour de soi des changements brutaux, à tort ou à raison, on peut avoir peur. Donc déjà, je crois que c'est un débat qui doit avoir lieu. Absolument, qui devrait avoir lieu. Et qui doit avoir lieu en permanence parce que c'est quelque chose qui va s'inscrire sur le long terme. Vous avez raison. Pas des choses qui vont se régler instantanément. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est face à une situation pareille, il n'y a pas d'obligation ou de fatalité à ce que ça mène à une catastrophe. Tout dépend de la manière dont on gère les choses. Et la première des façons, c'est d'avoir un système qui soit capable, effectivement, de rendre ce choc viable et de permettre une intégration et de permettre oui, c'est ça, une intégration dans les meilleures conditions possibles d'une population qui, finalement, ne demande pas nécessairement tout le temps à être, en situation conflictuelle avec le reste du pays. Mais donc un État qui fonctionne, on retombe sur le même problème. Donc un État qui fonctionne et donc un système capable non seulement de faire des diagnostics, mais de les gérer. Donc vous dites 2 choses très importantes. C'est d'abord, il ne faut pas avoir peur du diagnostic. Il faut dire, oui, les gens ont peut-être raison d'avoir peur. Donc il faut déjà reconnaître cette peur.
ou en tout cas regarder... Comme on dit en anglais, acknowledge. Acknowledge le fait que ça existe, Ça existe. et surtout d'essayer de voir d'où ça provient réellement. Réellement. Quelles sont les vraies raisons et quelles sont les mauvaises raisons. Voilà. Sur Et les vraies raisons la deuxième de étape, l'action. c'est une fois qu'on a diagnostiqué que cette peur a des raisons légitimes d'exister, c'est comment on la traite de façon à faciliter, je ne dis pas à moindre coût, parce que ce n'est pas une question de coût, mais pour que les résultats soient heureux dans la mesure du possible. Oui, et c'est pour le bonheur des uns et des autres. Mais c'est pour le bonheur de tout le monde. Je veux vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Dans ces réunions, bon, avec vous, avec d'autres, j'interviewe des gens et je suis très souvent arrêté dans la rue par des petits jeunes qui me disent, parce qu'on a 120 000 ou 130 000 abonnés, bon, c'est très bien. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs, c'est pour essayer de faire entendre un discours de raison dans un monde où plus personne ne raisonne, mais c'est difficile. Eh bien, il y a plus de 50% des jeunes qui sont dans le fond des jeunes issus de l'immigration. Oui. Parce que je crois que dans ce pays, vous savez, c'est la loi de Pareto, il y a 80% des crimes qui sont commis par 20% des gens, et ainsi de suite, vous savez, c'est les 80-20 ou les 90-10, etc. Et il y a, je crois, beaucoup de gens qui sont venus de bonne foi et qui aimeraient bien devenir des bons Français. Mais dans leur communauté, il y a des gens qui en empêchent. Donc peut-être faudrait-il essayer d'isoler dans ces communautés les faiseurs de troubles. Oui, en tout cas, il y a un diagnostic qui doit être fait. Oui. Si on a honte du diagnostic, on ne pourra pas avoir les bonnes solutions. Ah ben c'est toujours pareil, si vous ne faites pas de diagnostic, vous avez un cancer. Hein. Oui, et moi je viens d'un pays où l'immigration a souvent été un énorme atout pour le pays. Donc je n'ai absolument pas d'a priori vis-à-vis de ce phénomène. Par contre, je constate depuis que je viens en France, et je viens en France depuis très très longtemps, qu'il y a beaucoup de non-dits, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, qu'il y a beaucoup de peur. C'est pas de non-dits, il y a beaucoup d'interdictions de dire. D'interdictions de dire, on ne peut pas évoquer le problème. On a un problème qu'on ne peut pas évoquer, on peut pas le traiter, et si on ne veut pas le traiter, il se repose sans arrêt d'une façon différente, il grossit, il devient de plus en plus gros, et à la fin, il finit par tout emporter. Tout à fait. Et parfois pour des très mauvaises raisons, en fait. Parfois, et à ce moment-là, ça fait monter aussi, de part et d'autre du spectre politique, en quelque sorte, tous les gens qui ont intérêt à ce que le problème ne soit pas traité. Oui. C'est ça qui est le pire. Oui. C'est que ne pas traiter le problème, ça fait monter les types qui vous disent c'est insoluble. Avec la dictature du court terme, tout ça, ça s'instrumentalise en fait. Voilà, au lieu de traiter, on utilise. On utilise, on le traite. Écoutez, moi j'ai trouvé. Comment pensez-vous, et là on va en terminer là-dessus alors. Donc une porte de sortie pour vous, ce serait, j'interprète ce que vous dites, mais enfin, une espèce de sortie par le bas où des Libanais de bonne volonté commencent à remonter des systèmes éducatifs, des systèmes qui seraient moins dépendants de l'État et plus dépendants peut-être des systèmes de commerce international, des systèmes tout ça. C'est un début possible, mais comme tous les débuts, ça porte quand même le danger de se dire qu'on peut quand même se passer d'un État. Et on peut pas. Et on ne peut pas. Et je crois que ce que les Libanais ont eu le courage de faire jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont eu beaucoup de courage, c'est d'essayer de trouver en permanence des palliatifs à l'inexistence d'un État comme on l'imagine, et à essayer en fait, notre État de survivre. Au Liban, c'est un État prédateur. C'est un État prédateur. Qui, dans le fond, coûte très cher et n'amène rien. Tout à fait. C'est une ponction permanente d'une clique qui a pris le pouvoir. Donc c'est une mafia, quoi. C'est une mafia. Vous êtes gouverné par des criminels, quoi. C'est tout à fait ça. Et cette élite prédatrice, justement, a contraint les Libanais très souvent à trouver des solutions hors État. Évidemment. Or, ça peut être bon pour survivre, mais ça ne peut pas être bon pour l'avenir. Mais non, parce que l'État a besoin de ressources. Et les gens ont besoin d'un État qui fonctionne. Ils ne peuvent pas en permanence passer par autre chose. Non. Donc, idéalement, autre chose, c'est des choses comme ce qu'ont fait les chiites, c'est-à-dire l'espèce de quasi-État qu'ils ont créé à l'intérieur, d'arrangements sociaux entre chiites, etc. Et ils ont une espèce de quasi-État qu'ils ont créé Comme en fait, beaucoup ont fait ça aussi pendant la guerre. Les chrétiens avaient fait la même chose, ainsi de suite. Mais c'est surtout... Enfin, là, on est déjà en train d'envisager du para-étatique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est encore plus
lorsqu'on se dit, bon, bah, on n'aura jamais de l'électricité convenablement, essayons de voir ce qu'on peut faire localement, chacun tout seul. On n'aura jamais un système éducatif comme il faut, que chacun, avec les moyens qu'il a, monte la petite école chez lui, et en faisant fi de l'école publique et de tout cela. Et malheureusement, ce sont des choses vers lesquelles les Libanais ont été poussés pendant longtemps, et qui le sont encore plus aujourd'hui, alors que la spirale vertueuse serait justement qu'on fasse table rase de cette élite prédatrice et qu'on remette en forme ou en place un État capable de subvenir aux besoins. Comment on s'en débarrasse de cette élite prédatrice? Alors, j'y arrive dans un instant, mais juste pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que si l'État n'est pas à nouveau en mesure de proposer d'abord les options régaliennes, bien sûr, mais aussi les services de base et les infrastructures, ça fera que les gens continueront à aller vers leur clan et vers leur communauté. Bien sûr. Et on verra de plus en plus de fragmentation de la société libanaise. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, nous étions tout près d'une solution selon laquelle on avait dit, en période de transition, nous allons mettre ces élites de côté. Évidemment, on ne peut pas les faire disparaître, mais on va leur imposer, en tout cas, un gouvernement qui ne dépend pas trop d'eux, avec des gens tout à fait capables de gérer une situation. Un gouvernement technocrate, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Sans imaginer que ce soit des technocrates qui puissent vraiment mener le Liban là où il doit l'être. Mais en tout cas, c'est une petite transition par laquelle, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait imaginé d'isoler un peu le Liban du conflit régional, en même temps de promouvoir une petite équipe sans énormément de prétention, mais capable de faire, de marquer 2-3 victoires sur des sujets essentiels, que ce soit dans les filets sociaux, que ce soit sur des infrastructures, pour faire une transition avec une bonne loi électorale capable de régénérer la classe politique. Alors tout ça, à un certain moment, était censé être accompagné par un programme de redressement que les élites politiques ont fait capoter, évidemment. Et c'est à ce moment-là que je suis parti, parce que j'ai contribué à la mise en place de ce programme. Et c'était censé être soutenu, accompagné par la communauté internationale. Alors certains disent FMI, d'autres disent pas FMI, peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit accompagné, que les gens qui continuent à ponctionner avec de la corruption les Libanais soient sanctionnés, et que la carotte soit une réimplication de la communauté internationale pour accompagner le changement voulu par les Libanais. Nous étions tout près de ça. Et puis à un certain moment, on s'est rendu compte que ah non, les gens à l'étranger se sont dit, c'est plus simple de faire avec ce qui existe. Ça a correspondu à une transition politique quelque part? Ça a correspondu, je crois, avec d'abord le choc Covid, mais aussi une espèce de lassitude vis-à-vis de la situation libanaise, qui a fait que lorsque la transition s'est faite aux États-Unis, par exemple, il y a eu un désintérêt américain, pas seulement du Liban, mais franchement du Moyen-Orient dans son ensemble. Bien sûr, ça reste... les Américains sont impliqués partout, mais moins en direct qu'ils ne l'étaient. La France s'est retrouvée à un certain moment seule, en tout cas côté occidental, et tout à coup, les deux armes qui avaient été brandies, qui sont les sanctions contre des individus coupables de corruption et le soutien au mouvement populaire, eh bien, elles ont été lâchées, et donc on s'est retrouvé dans une situation où on retrouve un gouvernement qui est issu directement de cette élite politique, et qui, depuis qu'il a été formé il y a plus de 5 mois, s'est réuni une seule fois. Donc totalement incapable d'agir, de réagir. Et avec tous les responsables du désastre au poste de commande. En tout cas, bien placé pour ne pas permettre le moindre changement, la moindre, sanction, fût-elle même électorale. Parce que c'est encore eux qui gèrent la loi électorale, le processus électoral, comment ça se déroule.
et surtout qui entretiennent cette peur dont je vous parlais tout à l'heure. Bien, mais ce qui se passe au Liban est extrêmement important parce que ça a toujours été un pays un peu, si j'ose dire, c'est un peu vous savez, le petit oiseau dans la mine. Autrefois, vous savez, quand on mettait le petit oiseau dans la mine, et quand le petit oiseau commençait à manquer d'oxygène, il était le premier, et puis tout le monde remontait, quoi. J'ai toujours considéré ce qui se passait au Liban un peu comme un signe annonciateur des risques qui existaient au Moyen-Orient, etc. Et aujourd'hui, on peut dire que la situation n'est pas bonne, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il ne faut jamais désespérer non plus de la vitalité, de l'incroyable vitalité des populations libanaises qui survivent depuis la nuit des temps, alors qu'ils sont dans un endroit qui n'est pas facile. Donc, d'un côté, il y a cette extraordinaire vitalité, de l'autre côté, il y a un système qui est étatique, qui est complètement déliquescent. Du fait de ces deux choses, en fait, du fait de cette vitalité qui est quand même porteuse d'espoir et de cette déliquescence du système étatique, le Liban, depuis un moment, non seulement reflète des tendances mondiales, Oui. et en ce sens, c'est très intéressant de regarder ce qui s'y passe, mais il les amplifie en plus. Parce que la réalité, c'est quand même que le Liban amplifie et souffre, donc paie le prix d'une très forte montée des inégalités, et c'est un phénomène mondial. Des guerres pour les hydrocarbures et pour l'énergie, c'est un phénomène mondial. Il ressent fortement le recul de l'État-nation. Oui. Il ressent fortement le recul de l'Europe. Le recul de l'État-nation, c'est quelque chose qui était plus... On sent qu'un peu partout, l'État-nation revient, mais l'Europe, elle part dans l'autre sens, si j'ose dire. C'est surtout en Europe, exactement. Il y a une bataille en Europe entre l'État-nation et la souveraineté européenne. Il va falloir aussi qu'elle soit réglée, celle-là, un jour. Tout à fait. Le Liban souffre évidemment également d'être à la caisse de résonance des conflits arabes, de la montée de l'intégrisme, des conflits intra-islamiques, et aussi, d'une certaine manière, il amplifie aussi des signaux intéressants comme la désétatisation des mouvements de résistance, voire de mouvements parfois terroristes, des guerres désétatisées. Et tout cela, bon, si on le retrouve au Liban fortement avec, depuis 1975, des milices, mais aussi des mouvements terroristes divers, je pense que si on avait été capable de regarder ça de plus près dans la région, Daesh, tout ça, la France n'aurait peut-être pas eu le Bataclan, par exemple. Donc en ce sens, ces mouvements amplifiés qu'on voit au Liban, eh ben, on peut les retrouver partout dans le monde. Oui, cette espèce de... Parce que quand les États disparaissent, ben, on voit passer des espèces d'organisations qui sont à la limite de la grande criminalité et du terrorisme, si vous voulez. On a du mal parfois à faire la différence entre qui est qui, quoi. Et je crois qu'on y est en plein en ce moment. Donc et là, évidemment, pour le grand terrorisme ou la grande criminalité, le Liban aujourd'hui, c'est le paradis, quoi. Oui, un autre mouvement qui est très fortement amplifié, par exemple, c'est l'incapacité du système mondial à nettoyer la finance. Avec la présence de capitaux tout à fait douteux, doublé évidemment, bon là ce n'est plus douteux, c'est autre chose, mais doublé de cette concentration énorme de richesses qui est en train d'avoir lieu. Et bien tout ça, au Liban, on en voit des conséquences multipliées par 100, par 1000. Exactement monstrueuses. Bien, donc le Liban, c'est un peu le pire et le meilleur, en quelque sorte, comme toujours. Ça a toujours été... Moi, je me souviens du Liban des années 73. C'était le paradis sur Terre, cet endroit. Oui. C'était gai, tout s'y passait, c'était intelligent, il y avait plein de gens, le futur appartenait au Liban, et puis voilà, il y a eu une ou deux marches ratées, et ça fait... Mais je voulais vous remercier d'être venu. J'aimerais que vous gardiez le contact avec vous dans la mesure du possible. Comme je vous l'ai dit, souvent, si vous avez besoin d'un endroit pour venir travailler de temps en temps, vous êtes le très bienvenu ici. Merci beaucoup. Parce que vous êtes peut-être un peu isolé là-bas chez vous, non? Oh oui, en fait, c'est à moi de vous remercier. Je voulais vous dire un grand merci pour ce moment. Peut-être de finir sur un dernier point dont on avait discuté, et qui, justement, en fait, c'est l'année 73 qui me l'a rappelé. C'est la situation énergétique mondiale, qui en quelque sorte est en train de... Enfin, c'est un paradigme qui est né d'une situation de destruction d'un stock d'hydrocarbures.
d'énergie fossile. Et en fait, ce paradigme, s'il ne change pas, il va continuer à concentrer des richesses insensées, et qui sont de fausses richesses, parce qu'elles n'ont de finalité que d'être détruites. Et dont de petits États comme le Liban pâtissent de manière effroyable. Parce que ce qu'on a vu, c'est justement, dans cette concentration de fausses richesses, la nécessité de dépenses outrancières dans des choses qui finalement n'étaient absolument pas liées à la production d'une part, et absolument pas nécessaires d'autre part, et qui ont emporté des sociétés entières. Dont la société libanaise. Donc vous avez raison, et moi, je réfléchis sur les relations entre l'économie et la finance depuis mon plus jeune âge, et finalement quand on réfléchit bien, on s'en rend bien compte que l'économie c'est de l'énergie transformée. Et donc, grosso modo, si vous réussissez à transformer de l'énergie de façon profitable, ça s'appelle un bull market, et si vous n'y arrivez pas, ça s'appelle un bear market. Donc vous voyez très bien les relations entre la création de valeur et la hausse du prix de l'énergie ou la baisse du prix de l'énergie. Les relations sont quasiment instantanées, ça marche très bien. Mais moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on a pris dans le monde entier des décisions extrêmement importantes pour se passer des hydrocarbures, pour essayer de se passer des hydrocarbures. Donc on a rendu, par exemple, les recherches d'hydrocarbures ou de charbon complètement non rentables, mais sans que les technologies soient présentes de l'autre côté. Donc on est en train de créer les conditions d'une crise énergétique monstrueuse, qui profitera aux hydrocarbures en fin de parcours, ce qui est idiot. En passant en fait par deux choses qui me surprennent, en tout cas, c'est d'abord cette attitude de généraliser contre le nucléaire qui est en train de se propager à une grande vitesse en ce moment, sachant que ça implique instantanément une hausse de l'utilisation des énergies fossiles. Deuxièmement, en tout cas pendant une période non négligeable, deuxièmement, du fait que l'énergie verte reste adossée aujourd'hui à une base fossile. Bien sûr, il faut toujours mettre une deuxième centrale à côté s'il n'y a pas de vent. Voilà. Et bien sûr, alors on a des perspectives. On a des perspectives sur l'hydrogène, des perspectives intéressantes, mais c'est pas l'hiver prochain. Et on a des perspectives intéressantes sur la fusion atomique, bien entendu, et tout ça est en train de se développer. Mais tout ça, ça reste du domaine de l'offre. Oui. Il faut quand même qu'on raisonne sérieusement sur la demande, comment raisonner la demande pour essayer de trouver des solutions qui soient... moi, je peux vous dire, si on continue, ce qui va se passer, c'est que le prix de l'énergie fossile va augmenter dans des proportions gigantesques, et ça réglera le problème de la demande. Mais ça s'appelle une récession monstrueuse. Ça s'appelle une récession monstrueuse, ça rappellera 73-74, pour laquelle je suis passé, qui n'était pas gai. Donc je veux dire par là, c'est qu'on prend comme solution, la pire des solutions, c'est-à-dire de laisser le prix s'imposer au marché. S'imposer à la réalité, donc à nos vies. C'est une histoire de fou. Donc on retrouve encore une fois la lâcheté des gouvernements. Et la dictature du court terme. Et la dictature du court terme. Mais écoutez, j'étais très content de cette réunion. Et moi-même. J'espère, mais puis ça m'a fait plaisir de vous revoir. Je tiens à dire aux gens qu'on avait déjeuné ensemble il y a quelques mois et que j'avais beaucoup apprécié notre ami. Et que... Mais c'est à moi de vous remercier, ça a été un très grand plaisir. On fera ça de temps en temps. Et j'espère à très bientôt. Oui. À très bientôt. Je suis content de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Moi de même, merci beaucoup.